Bienvenue dans Manager l'Odyssée, votre rendez-vous hebdomadaire sur Be Smart for Change, un tête-à-tête de 28 minutes en immersion dans le quotidien d'un manager. Devenir un bon manager ne s'improvise pas. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Gourdin. Nathalie a été officier de l'armée de terre, puis entrepreneur à la tête de NGM Solutions, un cabinet spécialisé en communication. Son management, elle l'a appris sur le terrain, dans le sport de haut niveau d'abord, à la caserne et en entreprise. Mon invité parle d'échec comme d'un moteur et incarne une posture exigeante mais humaine. Alors comment manage-t-on quand on a appris à encadrer des militaires? Que conserve-t-on ou au contraire abandonne-t-on des codes militaires lorsqu'on crée sa propre entreprise? Nathalie nous raconte. Bonjour Nathalie. Bonjour Alix. Bienvenue. Merci beaucoup. Nathalie, pour commencer, vous avez grandi dans un univers exigeant. Vous êtes passée par une section sport-études, tennis de table. Exactement. Qu'est-ce que ça a forgé en vous? De la discipline, de la rigueur, de l'exigence et puis de devoir correspondre en fait à ce que les entraîneurs, à ce que la ligue et avec finalement à ce que tous les gens qui misent sur nous attendent au final, donc de l'engagement. Et vous dites il faut apprendre à perdre avant de gagner. Ça vient de là? Ça vient juste un petit peu avant d'entrer en sport-études. J'avais un entraîneur quand j'étais toute petite qui m'a demandé, je devais avoir 6-7 ans, j'étais quelqu'un de très dynamique, j'aimais pas trop perdre, comme beaucoup de monde. Et il m'a dit, il faut apprendre à perdre pour gagner, dans le sens, il faut que tu me dises à chaque fois que tu as perdu un match, pourquoi tu as perdu un match, pour pouvoir gagner le prochain, pour pouvoir t'améliorer. Et si tu me dis pourquoi, c'est ta première réussite. Et aujourd'hui, comment ça transparaît dans votre vie professionnelle et même après, quand vous avez intégré l'armée? Je dirais que finalement, j'ai jamais eu peur de l'échec. Je sais qu'en France, c'est un mot qui fait peur. On ne valorise pas du tout l'échec en France. On se dit finalement, quand on crée une entreprise, si on échoue, on est fini. Les banques ne nous prêteront plus d'argent, il va y avoir quelque chose qui va s'arrêter. Alors que dans un monde anglo-saxon, on va vous demander combien de fois vous avez échoué avant de réussir. Donc je pense que ça permet de relativiser et ça permet de voir l'échec comme un apprentissage, comme un moyen de progresser. Et puis finalement, dans l'armée, c'est essai-erreur. Quand on est à l'entraînement, pour avoir la perfection, justement, quand on va être dans un mode combat et dans un mode opérationnel. Et oui, d'ailleurs, donc après le sport, vous rejoignez l'armée de terre et intégrez le 4e bataillon de Saint-Cyr. Très vite, vous découvrez les exigences du commandement. Comment déjà se fait cette transition? J'imagine que vous vous prédestiniez à une carrière dans le tennis de table. Qu'est-ce qui fait qu'on switch vers l'armée ensuite? Le hasard, les rendez-vous. Moi, j'avais vraiment envie de continuer dans le monde sportif parce que c'est une passion depuis que je suis toute petite, ça m'anime. Je préparais des concours de la fonction publique pour justement intégrer la direction d'un service des sports et continuer à œuvrer dans la ligue de tennis de table pour faire progresser les jeunes talents. Et puis, j'étais à l'université, j'étais à l'Institut qui prépare l'administration générale, puis un de mes professeurs me dit faut pousser tous les gens dans les escaliers, ça fera moins de concurrents au concours. Et pour moi, c'était quelque chose qui était tellement par raccord avec mes valeurs. Je me suis dit non, c'est pas possible. La jeune fille impulsive de l'époque prend son sac, quitte l'amphithéâtre, mais ne réalise pas qu'en fait, sa bourse et tout ça vont être supprimés dans les 3 semaines qui vont suivre. Et là, je descends les escaliers, je vois une affiche des militaires qui font une pyramide humaine et c'était marqué « Au moins une entreprise où vos collègues ne manqueront pas une occasion de vous soutenir ». Et du coup, je me suis dit « Mais ça, c'est totalement en raccord avec mes valeurs ». Quelques mois plus tard, je vais intégrer Saint-Cyr, donc je passe dans un centre de recrutement dès le lendemain et puis le parcours va se faire comme ça. Donc hasard, rendez-vous et je découvre un univers qui est totalement raccord avec mes valeurs, qui est très exigeant et je me rends compte rapidement que mes qualités sportives vont être vraiment une aide et un appui pour moi. Dans quelle mesure? Dans la mesure où ça commence très fort. On commence à nous dire, bon, votre vie civile s'arrête maintenant, donc on nous donne un pactage, on commence à porter un uniforme. Moi, je ne viens pas du tout d'un milieu militaire, donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, mais j'aime bien le défi, j'aime bien le challenge, et je me dis, tout est possible. Et là, je mesure ce qui va m'être demandé. La couleur, elle annonçait direct. Le premier jour, on dit, dans 3 mois, vous ferez un raid de 40 km avec 40 kilos sur le dos. Vous avez vu mon gabarit, je ne sais pas pour les gens qui ne voient pas, je fais 1,58 m, je fais une 50aine de kilos, donc
comment je veux faire ça? Et là, on nous explique qu'il va y avoir de la progressivité, de l'entraînement. Et là, je comprends en fait que ça va être une exigence à la fois physique, mentale, mais on va surtout m'apprendre à commander et diriger parce que c'est l'objectif, c'est de prendre une section, quand on a fini sa formation, de 30 personnes. Et là, une aventure humaine commence, et puis un test personnel aussi. Je crois que c'est la première fois où je vis des choses aussi difficiles, ce qui me permet de prendre aussi du recul sur me dire, finalement, ma vie d'avant, des fois, je me plaignais pour pas grand-chose. Là, je suis vraiment dans le dur, privation de sommeil, que ce soit physique, mental, on va me chercher vraiment dans l'excellence, dans tous les domaines. Et ça, j'ai trouvé que c'était une école de l'humilité, mais aussi, ça m'a permis de me découvrir, de savoir qui je pouvais être et puis qui j'avais envie de devenir. Et je me suis dit, j'ai envie de devenir quelqu'un qui peut transmettre des choses avec bienveillance. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui vous fait tenir? Parce que vous auriez aussi pu vous dire très naturellement, pourquoi je m'inflige ça en fait? Vous pensez que qu'est-ce qui fait chez vous qu'il y a eu ce besoin, après le sport, l'armée, d'être dédié J'ai envie de progresser et j'ai envie de me challenger. Et finalement, je me dis, dans la vie, on a des limites. L'important, c'est de les connaître. Moi, je me dis, jusqu'à présent, je les avais pas testées, je les avais pas connues. Là, je les ai testées, je les ai connues. Donc, je me dis, OK, ça, je suis capable de faire. Ça, bon, c'est pas trop mon truc, mais je m'accroche. Ces mois de formation sont très difficiles. Et je me dis, ça va pas durer, en fait. Et puis, à la fin, je me dis, qu'est-ce que j'ai besoin de retenir pour pouvoir ensuite le transmettre, puisque je vais être face à 30 personnes dans quelques mois. Qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? Parce que finalement, on apprend des choses qui sont totalement, pour moi, inconnues. C'est des choses totalement nouvelles. De porter un treillis, de tirer, tout ça. Puis on comprend le sens de l'engagement. Et puis quand on signe son contrat, il y a quand même quelque chose avec une petite ligne que pas grand monde lit, mais c'est jusqu'au sacrifice suprême. Donc là, on est obligé de se questionner sur son engagement personnel. Est-ce que je suis prête à donner ma vie? À l'époque, vous aviez quel âge? J'avais 22 ans. Et ça vous effrayait pas? Ça vous parlait? Non, ça m'effrayait pas. Je me suis dit, en fait, c'est pas que ma vie a pas de valeur, mais est-ce que je suis capable de la mettre au service d'un intérêt qui est finalement plus grand que moi? Et je me suis dit oui. Donc à partir de là, les choses deviennent faciles parce qu'on est en accord avec soi-même et on se dit, ils vont me former, je fais confiance aux gens. Et je me dis, il n'y a pas de raison en fait que ça ne fonctionne pas. Et donc vous découvrez le commandement. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce rôle? Alors je dirais la pédagogie. Alors certains en fait sont très pédagogues et ont envie de transmettre et donner du sens aux choses. On imagine plutôt quelque chose de très vertical en fait. Ça existe aussi, il y a de tout. Et je me dis, mais moi en fait, comment j'ai envie de commander? Puisque finalement on m'offre un panel à l'école de personnalités différentes avec des styles de commandement différents. Et je me dis, mais moi, comment je pourrais créer mon propre style de commandement qui soit adapté à l'environnement militaire, mais en même temps qui n'aliène pas qui je suis. Donc le management autoritarisme, le commandement, en fait, en disant, faut faire ça, et puis c'est un ordre et point, c'était compliqué. Je vais vous donner une anecdote. Quand on arrive en école, on fait tous les métiers d'un soldat. Donc on va faire les travaux d'intérêt généraux, tout, on apprend tout ce que fait un soldat de base. Et le matin, donc, on doit faire son lit au carré, on doit le déplier à midi pour le faire en batterie. Et puis, pour moi, ça n'a aucun sens. Je me dis quelle perte de temps. Et puis un jour, je questionne un de mes supérieurs et puis je lui dis pourquoi on fait ça? Première réponse de mon premier supérieur me dit réfléchir, c'est désobéir. Donc je me dis oui, mais enfin, si moi je dis ça aux hommes avec qui je vais travailler, je ne suis pas sûre que ce soit très acceptable. Je questionne quelqu'un d'autre, parce que finalement, je me dis, il faut que je trouve une réponse satisfaisante, parce que moi, il faut que j'en donne une satisfaisante plus tard. Et là, la personne, en fait, elle change radicalement ma vie et ma façon de penser les choses. Elle me dit, la façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses. Si vous arrivez à être rigoureux, si vous arrivez à vous astreindre à des tâches qui sont simples, le jour où vous serez en situation de combat, le jour où vous serez en situation de dégradé, vous aurez la même rigueur. Faire son lit au carré, ça correspond aussi à prendre aussi soin de son arme et la nettoyer avec autant de minutie. Et ça a fait sens. Et ça, après, on peut le transmettre. Et c'est là que j'ai compris que finalement, il faut transmettre du sens si on veut être écouté, entendu, et si on veut finalement commander et diriger. Et à l'époque, vous étiez nombreuses? Alors, on était, dans ma promotion, on était quand même 25% de femmes. Okay.
Donc c'était quand même une promotion déjà un peu plus féminisée sur des métiers en fait différents, communication, gestion des ressources humaines, tout ce qui allait être attrait à des métiers techniques, mais qui avaient quand même une vocation de commandement. Donc sous votre égide, il y avait des hommes et des femmes. Exactement. Donc quand on a fini notre formation, on arrive dans une unité élémentaire, donc un régiment, et on va être chef de section. Donc ça correspond à commander 30 personnes. Et dans ce type de commandement, on fait du commandement, du management, du coaching, on est le papa, la maman, et on a ces 30 personnes, et en fait, leur vie dépend de nous. Que ce soit administrativement parlant, parce qu'on les note, on leur permet de progresser, on les inscrit ou pas à des concours, et surtout, on doit les entraîner, on doit les former, on doit les préparer, en fait, à tout type d'éventualité. Donc c'est quand même des grosses responsabilités quand on est jeune. Et donc vous y restez combien de temps à l'armée? Je reste 5 ans en tant qu'officier d'active, et après je vais basculer assez rapidement dans la réserve et aussi dans la recherche pour tout le ministère de la Défense. Et alors comment est-ce que ça a influencé votre façon de manager aujourd'hui? Je crois que ça m'a donné en fait, la première chose c'était, je dirais, la pédagogie. C'était de se dire, il faut absolument donner du sens. L'envie de transmettre, en fait. Voilà, l'envie de transmettre et puis de donner du sens aux gens dans pourquoi je demande quelque chose. C'est pas, il y a une raison derrière. Il fallait expliquer la raison pour pouvoir donner une vision et donner à la personne en fait une vision qu'elle ne voit peut-être pas. C'est-à-dire de ne pas être simplement, voilà, vous réalisez une tâche, je vous demande ça pour ceci. Votre tâche va contribuer à un projet plus grand, voici la vision, etc. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup marqué, c'est véritablement donner du sens et être pédagogue dans chaque chose qu'on va demander aux gens dans le management. Et ça, c'est quelque chose que... vous arrivez à vous y atteler aujourd'hui encore? C'est mon quotidien. Je pense qu'en fait, je crois que j'ai été fabriquée comme ça dans le monde militaire et ça devient mécanique en fait. Ça devient un automatisme et en fait, j'y réfléchis plus. Parce que je me dis aussi, qu'est-ce que moi j'aimerais entendre? Est-ce que j'aurais envie d'écouter quelqu'un qui me dise il faut faire ça, mais sans me donner la raison? Non. Je pense que les gens sont intelligents. Et puis vous prenez toujours le soin d'expliquer pourquoi vous demandez quelque chose. Oui. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui ne le font pas parce qu'ils considèrent qu'un ordre est un ordre, une directive est une directive. Moi, je pense que ça ne suffit pas pour engager les gens, pour fédérer et puis pour avoir de la motivation. Et les effets positifs de cette méthode, si on peut appeler ça comme ça, vous les observez? Quels sont-ils? C'est souvent des retours. La première chose que les gens disent, c'est merci. Et puis, du coup, ça amène un dialogue, ça amène de la communication, ça amène des idées, ça amène des débats. Alors, bien sûr, je dirige toujours au final, c'est moi qui prends la décision, mais les gens se sentent écoutés et du coup, ils sont inclus. Et quelque part, c'est un collectif qui se crée, justement par la communication et par le fait d'être pédagogue. Puis si les gens n'ont pas compris, ils sont capables de dire pour nous, ça ne fait pas trop sens, est-ce que vous pouvez réexpliquer tel ou tel point? Ok, on n'avait pas cette vision-là, par exemple, de l'entreprise. Maintenant, c'est un peu plus clair. On comprend en fait notre place dans le système. Et ça, je pense que c'est pour fédérer et puis pour retenir les gens, entre guillemets, c'est quelque chose qui est important. Et vous êtes combien aujourd'hui dans votre cabinet? On est 10. Vous évoquez souvent la figure du manager leader. Pour vous, c'est quoi donner le cap? C'est quoi en fait un manager leader? Le manager, c'est celui qui va être en capacité de gérer le quotidien, de pouvoir ajuster son équipe, de pouvoir faire progresser les gens. Le leader, c'est celui qui va donner un cap, c'est celui qu'on a envie de suivre en temps de crise. Est-ce que vous viendrez dans mon bateau parce que vous avez confiance en moi, parce que vous savez que je peux vous sortir en fait de la problématique ou pas? Pourquoi vous avez envie de me suivre? Et je pense qu'aujourd'hui, on peut être manager et on peut être leader, on peut être manager-leader, ou tout simplement, comme dans la crise Covid, on a vu des gens qui étaient managers et qui se sont révélés vraiment dans un leadership extraordinaire. Et justement, la confiance ne se décrète pas, vous dites qu'elle se gagne. Comment est-ce que vous créez cette relation avec vos équipes? Je pense qu'il faut aimer les gens. Je crois que c'est la chose la plus importante. Quand on aime les gens, on va plutôt aller à leur contact. Aimer les gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire aimer les écouter, s'intéresser authentiquement à eux? C'est ça, c'est pas de jouer de rôle. Moi, je pense que la confiance, déjà, premièrement, il faut avoir confiance en soi. Celui qui n'a pas confiance en soi aura du mal à faire confiance aux autres. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, quand on fait confiance à l'autre, finalement, il y a plein de choses qui deviennent possibles. Donc, les gens le ressentent déjà, premièrement, qu'on leur donne la confiance.
ils se livrent plus facilement, on peut avoir des interactions qui sont plus intéressantes et les gens osent dire aussi ce qui va pas, et ce qui amène aussi des véritables améliorations et des changements. Donc tout ce qui va être potentiellement des résistances, des problématiques, on arrive à les avoir plus facilement, de pouvoir justement les anticiper et les travailler, et amener aussi un travail collaboratif de co-création par rapport à ça, sur tout un tas de choses en entreprise aujourd'hui. Donc je pense que l'écoute, la confiance, et puis avoir à cœur de faire grandir les gens et qu'ils soient épanouis et le plus heureux possible dans leur travail, je pense que c'est un élément très important. Et passer du commandement militaire au statut d'entrepreneur, ça a changé quoi dans votre posture en termes de management? Est-ce que vous avez eu des difficultés au début pour vous adapter, peut-être une posture, on imagine, bon, c'est un peu cliché, mais peut-être un peu rigide? Alors oui, ça on me Est-ce on qu'on me a dit pu vous souvent. faire des retours On à cet m'a effet? on m'a souvent dit, en fait, c'est plutôt l'a priori que les gens ont au départ. Oui, Oh là là, quelqu'un qui vient de l'armée. oui, Bon, après, en oui. fait, quand on est petit gabarit et quand on est blonde, déjà, ça fait un peu moins peur aux gens. On voit pas la personne forcément trop psychorigide, mais il faut s'adapter. En fait, on va pas commander de la même façon, on va pas diriger de la même façon. Et je pense que c'est une question juste d'adaptation, c'est de prendre le meilleur par exemple, moi, de ce que j'ai pu apprendre dans le sport et dans l'univers militaire, pour le retranscrire dans la culture de l'entreprise sur laquelle je vais travailler, ou avec les gens que j'accompagne dans différents secteurs. Et c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui est transposable et comment je vais le transposer? En fait, ça demande de s'ajuster en permanence, de s'adapter. Et puis, encore une fois, voilà, de pouvoir se dire, aujourd'hui, le monde est différent. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que les Et gens justement, attendent? qu'est-ce que vous avez essayé de transposer qui fonctionne? Et peut-être un exemple de ce qui n'a pas fonctionné? Je crois que ce qui ne fonctionne pas, c'est quand on veut aller trop vite. Parce que finalement, dans le monde militaire, on a des moyens qui font qu'on est en position de décider et de prendre une décision qui va être mise en œuvre Très rapidement. très rapidement. Dans le monde d'entreprise, le tempo est totalement différent. Et c'est Donc quelque ça, chose que vous avez essayé? oui. Quand je suis arrivée chez Thales, c'est la première chose que j'ai faite. J'ai voulu en fait un peu révolutionner le monde en disant, voilà, on pourrait faire ça, ça et Parce que ça. chez Thales, vous faisiez quoi? J'étais directrice de la communication du domaine Advanced Air Defense, et donc un univers qui touche à l'armée, donc au monde aéro, moi je vais plutôt armée de terre, mais du coup je découvre autre chose. Et là, je comprends assez rapidement qu'il va falloir freiner mes ardeurs, même si en fait c'est pertinent. Je comprends qu'en fait ça fonctionne pas de la même façon et que la réalité du terrain ne va pas être prépondérante. Ça va être plutôt la réalité du rythme de l'entreprise, des différents CODIR, de tout un tas de choses. Pour être très concrète, moi j'avais lancé des actions, elles ont été mises en œuvre 2 ans après que je sois partie. Oui, oui. Donc on ne voit pas toujours l'aboutissement des Le choses. rapport au et temps n'est voilà. pas le même. Le rapport au temps n'est pas du tout le même et on ne travaille pas dans l'urgence. Et ça, j'ai dû en fait le comprendre assez rapidement en disant que finalement, il n'y a pas d'urgence. L'immédiateté, elle n'est pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'urgence vitale. Donc à partir de là, on peut prendre le temps. Puis parfois, il faut beaucoup de réunions pour prendre une décision. Oui. Je découvre un système pour moi où des fois, je passe dans une semaine 15 heures en réunion pour prendre aucune décision. Donc pour moi, là... Et ça, vous trouvez ça utile? Non, et c'est un choc culturel. Mais finalement, on s'y fait. Et du coup, moi, je me dis, mais est-ce qu'on ne pourrait pas... J'ai proposé, hein, pourquoi on fait autant de réunions s'il n'y a pas de décision à prendre? Si c'est juste pour parler, dans ce cas-là, faisons un déjeuner, prenons une pause café et faisons en fait, plutôt de la convivialité. Et comment vous faites au sein de votre entreprise? C'est un juste milieu? C'est relativement simple, vu que j'ai choisi les gens avec qui je travaille. Et puis, c'est surtout de se dire quelles sont nos disponibilités à tous. On essaye d'être joignable par Zoom assez régulièrement, au moins une fois par mois, de faire un petit point de situation sur les différentes missions, sur qui a envie de faire quoi, sur le partage des expertises. Et puis, d'être plutôt dans... S'il y a vraiment une urgence, comme là, ça va être prochainement, là, oui, on monte une réunion, on prend des décisions stratégiques pour développer un projet ou pour répondre à un besoin d'un client. Mais s'il n'y a pas une nécessité absolue, en fait, un échange téléphonique, un petit mail, avec des bullet points, ça marche très bien. Hein. Oui. En préparant cette émission, vous parliez d'un monde incertain, violent parfois, saturé d'informations. Quels sont, selon vous, les besoins clés des managers aujourd'hui ? Je pense qu'ils ont besoin de gagner en confiance en eux. Ils ont besoin aussi de travailler
leur légitimité, parce que le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose que je vois beaucoup en fait, et qui malheureusement est exponentiel depuis... Que vous n'avez jamais eu? Non. Non, parce que finalement, je suis partie peut-être à tort, hein, d'après supposer que si on m'avait embauchée ou si on m'avait donné ma place, c'est qu'il y avait une raison. Moi, je la voyais peut-être pas, mais c'était à moi, en fait, finalement, de démontrer que les gens ne s'étaient pas trompés. Aujourd'hui, mais moi, je trouve ça intéressant. Les gens qui souffrent un peu de ce syndrome de l'imposteur, c'est généralement des gens qui se remettent en question. C'est des gens, en fait, qui ont envie de progresser. Parce que le véritable imposteur, il ne se pose jamais la question. Mais simplement, on est dans une société où l'image compte, les comparaisons comptent, et les gens ont parfois du mal à trouver la juste place ou la juste posture. Notamment quand on voit des gens qui sont dans des ascensions en entreprise, c'est quelque chose, passer d'une place à une autre, c'est pas toujours quelque chose d'évident parce que du coup la posture change, le positionnement doit changer, la façon de parler, la façon d'être doit évoluer. Et ça, cette période de transition, on la laisse pas forcément suffisamment aux gens. C'est comme si on les parachutait dans un univers totalement différent. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire différemment? Je pense qu'il faut l'accompagner. Je pense qu'il faut l'accompagner, faire grandir aussi les gens, leur expliquer, déjà premièrement leur poser la question, est-ce que vous avez vraiment envie de faire ça? Parce que prendre quelqu'un d'un milieu opérationnel et le mettre dans des postes de direction, c'est pas forcément quelque chose d'épanouissant pour la personne. Donc on valorise beaucoup, on se dit voilà, pour progresser, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais l'essence même de pourquoi la personne, elle s'est engagée dans une entreprise, pourquoi elle a fait ça, si son truc, entre guillemets, c'est d'être au contact des gens et que tout d'un coup, oui, elle a une promotion, c'est formidable, mais elle se trouve totalement déconnectée du terrain alors que c'est vraiment ce qui l'anime, ça va peut-être pas très bien marcher. Je crois qu'il faut déjà être volontaire pour être manager. Et justement, quand vous accompagnez vos clients, est-ce que vous identifiez des blocages managériaux chez eux? C'est souvent des problèmes de communication et d'adaptation en fait au public. C'est-à-dire où est-ce que je me situe, comment je peux... soit effectivement, je me dis je dois affirmer ma posture. Donc finalement, je suis dans des mécanismes qui vont être un petit peu autoritaristes, ou alors je vais pas jouer tout à fait juste, où je vais faire en sorte que tout le monde soit bien, mais d'un autre côté, moi, je vais mettre une surpression. Et l'autre tendance, c'est de se dire, je suis bon dans un domaine. Par exemple, quand je dois manager des subalternes, je suis super bon. Par contre, je ne suis pas très bon dans mes réunions avec mes pairs ou avec les gens du COMEX. Donc c'est véritablement travailler sur la posture et le positionnement, parce que ça change et ce n'est pas forcément quelque chose d'inné, et ça se travaille. Et vous continuez de vous former personnellement encore aujourd'hui? Oui, toujours, puisque finalement, moi je considère que dans la vie, il faut progresser. Et on ne peut pas progresser si on n'est pas curieux, on ne peut pas progresser si on n'apprend pas. Donc oui, moi je me forme encore régulièrement, souvent en cours à distance parce que mes journées sont très chargées, aux États-Unis parce que ça offre des possibilités de créneaux extensibles. Et ça passe par quel type de formation par exemple? Moi j'aime bien les cours en ligne en fait, de tout ce qui va être sur des plateformes type EDX, Coursera ou autres, ou carrément directement des universités, sur des choses très spécifiques en neurosciences ou dans des domaines qui me passionnent mais qui vont également servir les projets sur lesquels je travaille. Et puis prochainement j'espère servir un projet de thèse. Quelle est votre façon d'aborder un conflit ou une erreur dans l'équipe? Est-ce qu'il y a des restes de la formation militaire? Alors oui, et je vais peut-être vous surprendre. En fait, finalement, la punition, la sanction, c'est quelque chose de courant dans le domaine militaire. Mais ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Quand on punit quelqu'un, ça ne va pas apporter atteinte à sa vie, hein. C'est-à-dire que ça va donner en fait matière à réflexion. Et selon le degré de la faute ou le degré de l'erreur, c'est plutôt une vertu pédagogique. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui n'aurait pas fait les vérifications d'usage de son arme, c'est normal de le punir. Parce que si un coup part, ça devient un danger. Et là, pour le coup, on monte crescendo dans une problématique. En revanche, quelqu'un, et ça peut arriver, a un accident de voiture et casse du matériel militaire, là c'est pareil, la sanction va pas être la même. Mais ça permet à la personne de prendre conscience et de se responsabiliser par rapport à ça. C'est pas même en tant qu'adulte Ah oui, même en tant qu'adulte. Mais donc aujourd'hui, ça veut dire que vous sanctionnez certains de vos collaborateurs quand ils font des erreurs? Non.
je les sanctionne pas. Par contre, on a une conversation et je leur demande en fait qu'est-ce qui a amené à faire cette erreur. Est-ce que c'est une surcharge de travail? Est-ce que c'est une mauvaise organisation? Est-ce que c'est une mauvaise compréhension du sujet? Ou est-ce que le client a énoncé un besoin qui n'était pas suffisamment clair? En fait, on va chercher la cause et puis on va chercher plutôt à améliorer. Puis parfois, les gens, je pensais que j'étais capable de faire tout ça, puis en fait, j'étais un petit peu juste sur les délais. Et effectivement, j'ai pas lu le compte-rendu final et il y a des fautes. Et en fait, j'ai écrit quelque chose qui n'était pas juste. Donc voilà, mais après, votre responsabilité, c'est d'aller expliquer pourquoi il y a cette erreur, en fait. Au client. Ouais. C'est un peu ça la sanction, finalement. Exactement. C'est de l'assumer. Vous avez aussi dit oui à des projets sans être sûr d'y arriver. Est-ce que vous vous souvenez d'un moment où ce oui a pu vous mettre en difficulté? Oh, plein de fois. Je pense que j'ai ce côté enthousiaste qui a tendance à dire oui à beaucoup de choses dès qu'il y a de la passion. Je pense que Donc c'est ça vous fait plutôt défaut? Oui, je pense que c'est un défaut, mais sur lequel je travaille. Okay. Je pense que l'excès comme je dis, hein, plein de bonnes émotions, ça peut être pas de bonnes décisions, mauvaises émotions, mauvaises décisions. Et l'enthousiasme est un piège aussi. Et vous avez un exemple concret qui a pu vous servir de leçon ou qui vous a plus marqué? Ah oui, il y a 1 an, j'ai accepté de travailler sur un énorme projet pour la défense, de développer en fait tout ce qui était performance, résilience dans le cadre militaire. Et à côté de ça, je travaillais sur 2 énormes projets au sein du cabinet. J'ai eu une double vie en fait, de 14-15 heures de travail pendant 3 mois, parce que je l'avais pas en fait pris en compte. J'avais dit oui par passion, mais pas oui par réflexion, et j'ai pas différé les choses. Bon, après je me suis dit tant pis, tu t'es engagé, maintenant t'assumes, c'est 3 mois, donc c'est totalement gérable dans la vie, mais il n'y aurait pas fallu que ça dure plus. Donc après j'ai pris du recul, je me dis, alors c'est super d'être enthousiaste, c'est super d'avoir ces opportunités, parce que finalement des fois les opportunités, soit elles viennent, soit on les crée, et c'est pas toujours facile de dire non quand on a vraiment envie de faire quelque chose et quand on est passionné en fait. Et est-ce que c'est pas aussi votre rapport au défi? Ah bah tout à fait, je pense Comment que... vous l'expliquez? Parce que c'est assez évident entre le sport de haut niveau, l'armée. Comment vous expliquez cette envie de vous challenger? Ça a toujours été? Oui, j'ai toujours eu envie de progresser, j'ai toujours été curieuse du monde. Je trouve que la vie, elle est courte et j'ai envie d'apprendre plein de choses, mais sans forcément être dans la dispersion. Quand on regarde mon parcours, oui, il est atypique, mais il a été toujours marqué par le facteur humain et par les passions qui vont être le sport, l'écriture, transmettre. Mais c'est vrai que... Puis de la rigueur. La rigueur. En fait, je pense qu'on arrive à tout si on arrive à être organisé, discipliné. Et puis surtout, je crois que ce soit dans le sport ou dans l'armée, on apprend à faire la différence entre ce qui est urgent, important, pas urgent, pas important. Et puis, quand on est dans une vie très dynamique, il n'y a pas de superflu. C'est-à-dire que moi, je ne passe pas mon temps sur les réseaux sociaux. Pour moi, ça n'existe pas, en fait. Quand les gens regardent la télé 4, 5 heures, 6 heures ou sont derrière leur écran, moi, je suis en train de faire des choses qui contribuent à mes projets, qui contribuent à ce que j'ai envie de faire et de venir. Donc, en fait, je pense être dans la gestion de mon temps et dans l'investissement de mon temps au service de mon épanouissement et de mes projets, mais dans l'équilibre. Parce qu'encore une fois, c'est pas l'ultra-performance. C'est de se dire, OK, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me fait du bien, comment on peut s'organiser pour, par exemple, faire 1 heure de sport par jour, voir ses amis, avoir une vie de famille et puis continuer à développer des choses. Tout est une question en fait de priorité et d'engagement et puis d'organisation. Nathalie, c'est déjà la fin de cet entretien. Néanmoins, j'ai une dernière question. Si vous deviez transmettre un message à un manager qui doute? Moi, je dirais que le doute tue. Donc, faites-vous confiance. Essayez d'aller de l'avant et réfléchissez en fait à tout ce que vous avez accompli, toutes vos réussites jusqu'à aujourd'hui, tout ce que vous savez faire de bien. Et c'est pas grave en fait s'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. C'est pas grave en fait s'il y a des choses que vous ne savez pas faire. Concentrez-vous sur ce que vous savez faire, faites-le bien. Et puis après, s'il y a besoin de monter en compétence sur d'autres choses, ça viendra plus tard. Merci beaucoup. Merci Nathalie pour votre témoignage. Nathalie Gourdin, cofondatrice d'NGM Solutions. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison.